Merci. Soyez les bienvenus à notre émission Didier Iboula Show, questions sensibles. Notre émission qui commencera à passer chaque jeudi de 18h30 à 19h30. Comme nous l'avions annoncé, nous allons recevoir aujourd'hui Monsieur Noël Mbala. Noël Mbala, nous ne devons plus le présenter. Il est enseignant, il a été enseignant à l'ISC, mais avant tout, c'est un grand gestionnaire. Et pas seulement ça, il a eu assumé des grandes fonctions de l'État tout en étant ministre. Et je voudrais d'abord saluer mon invité. Bonsoir, Monsieur Nelma. Bonsoir, Comment allez-vous? je vais très bien. Et soyez les bienvenus à notre émission. Nous vous recevons aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons parcourir certaines questions qui sont sensibles. Sensibles parce qu'il faut en discuter avec différence, tout en étant intellectuel de haute qualité. J'ai préféré vous inviter et ouvrir, n'est-ce pas, cette première émission. Nous allons d'abord discuter en premier lieu sur les effets pervers de la loi Obama au Kivu, la loi Dodd-Frank des réformes de Wall Street. La loi, comme je dois le rappeler, la loi Dodd-Frank, c'est une disposition qui oblige les entreprises américaines à divulguer chaque année la provenance de leurs matières premières pour décourager l'exploitation et le commerce des minéraux issus des zones contrôlées par les groupes armés dans l'équipe. Professeur Noël Mbala, qu'est-ce que vous avez comme commentaire sur cette loi? Bon, moi, d'abord, merci beaucoup de me recevoir à cette émission et je pense qu'une émission de cette nature apportera une grande contribution à, à nos téléspectateurs. La loi qu'on appelle communément loi Obama, cette loi a des effets positifs comme des effets qu'on appelle pervers. Que personnellement j'appellerais d'effets indésirés. C'est-à-dire quand on a pris cette loi, on ne voulait pas attirer ces effets. Comme effet positif, d'abord, c'est que cette loi permet effectivement un certain contrôle, une certaine gestion des matières premières qui sortaient par fraude, qui sortaient suite à la violence dans les zones où sont localisées ces matières premières. En ce qui concerne le Congo, particulièrement à l'est du Congo, eh bien, le fait qu'il y a eu cette loi qui impose aux entreprises qui achètent les matières venant du Congo et d'autres pays d'ailleurs, de donner la provenance de ces matières, ça a refréné un certain recours systématique à la violence, au viol, à la tuerie pour créer l'espace et exploiter illégalement les matières. Donc, de ce côté-là, la loi a produit un effet positif parce que nous pouvons suivre, en tant que pays, nous pouvons suivre, nous sommes sûrs que les acheteurs sont en mesure de nous assurer qu'ils sont en mesure de savoir exactement d'où vient la matière que l'on utilise. C'est très important parce que quand on ne sait pas, non seulement la matière sort par fraude, c'est-à-dire que l'État ne perçoit aucune taxe là-dessus, que l'État ne peut même pas réglementer, et que en plus de ça, il y a des actions de violence, eh bien, ces actions-là peuvent être contenues du fait que ceux qui peuvent recourir à la violence ont des difficultés à écouler la matière sur le marché international. Mais effectivement, il y a des effets non désirés, tels que les parents qui s'étaient organisés pour trouver un revenu pour leur famille à partir de la vente, de la cueillette de ces matières et la vente sur le marché local, eh bien, à partir du moment où on a pris cette mesure, d'abord, il y a un recul chez les acheteurs. Il y en a qui n'achètent plus, particulièrement ceux qui sont en dehors du Congo, dans des petits marchés à la frontière où les Congolais traversaient avec un peu d'or, quelques grammes d'or, et vendaient, revenaient avec un peu d'argent et avec de, des articles de consommation qu'ils parvenaient à acheter sur ce marché-là, étant donné que
vers l'est du pays, il y a des difficultés d'approvisionnement, eh bien, du jour au lendemain, on a vu que ces pères de famille qui s'étaient organisés autour de l'exploitation illégale ou non autorisée des matières premières, eh bien, du coup, ils ont perdu leurs revenus, avec des conséquences évidemment sur tout ce qu'ils supportaient. D'abord, les études de leurs enfants, les soins de santé de la famille. Donc, il y a eu une série d'effets que l'on peut appeler pervers, mais que je qualifie de non désirés. Mais le problème, ce n'est pas la loi, à mon sens. Le problème, c'est l'application de la loi. Quand il y a une telle loi, un gouvernement responsable prend des mesures d'encadrement de l'application de cette loi. C'est-à-dire, on aurait pu penser, par exemple, à l'est du pays, que l'État mette une structure pour que ceux qui font la cueillette d'abord se fassent identifier et qu'ils aillent vendre à un comptoir que l'État désignerait ou un comptoir reconnu, privé, mais reconnu par l'État, Accrédité. accrédité par l'État. Et que toutes ces matières, finalement, soient acheminées au centre d'expertise, au centre national d'expertise, de façon que le Congo sache exactement qu'est-ce qu'on exploite, qu'est-ce qu'on exporte, qu'est-ce que ça rapporte à l'économie nationale et quelles sont les taxes que l'État peut percevoir là-dessus. C'est tout cela qui est inorganisé, mais là, je pense que ce n'est pas la faute à la loi, c'est la faute au gouvernement et qui parfois est distrait sur les obligations par rapport aux services qui sont attendus de lui. Pour ceux qui ne sont pas rebranchés, allez sur CPLA TV 109. Et sur ceux qui nous suivent sur le web, sur Internet, ils peuvent aller sur www.congoimpact.com. Impact s'écrit avec M-P-A-C-T, congoimpact.com. Je rappelle encore www.congoimpact.com ou sur CPLA TV, TV 109. Alors, professeur, pour revenir à notre sujet du jour, pensez-vous vraiment que cette loi a diminué les, les conséquences de l'exploitation ou de la non-traçabilité des séminaires quand nous savons que les viols n'ont fait qu'augmenter et que pas plus tard que l'année passée, eh bien, le M23 régnait encore dans l'est du pays? Oui, bon, l'exemple du M23, je crois, il est vraiment bienvenu. Le M23 tirait une grande partie de son financement à partir de la récolte, de l'exploitation illégale des matières premières, particulièrement le coltan. À partir du moment où ils ne pouvaient plus vendre aussi facilement, il y a eu un recul dans leurs recettes. Et comme la communauté internationale s'était interposée pour dire à leurs parrains, particulièrement le Rwanda et l'Ouganda, de ne pas les soutenir, bien on a vu le résultat que le M23 n'a pas résisté à la poussée des forces de l'armée nationale et de la brigade de MONUSCO. Donc, les effets de cette loi ne peuvent pas être instantanés. Les effets de cette loi vont s'étaler sur le temps, dans la mesure où pas seulement le gouvernement, l'administration américaine qui a pris la loi, mais aussi que les pays concernés, les pays riches en minerais, prennent les dispositions, mettent les structures, mettent le dispositif nécessaire pour essayer d'encadrer l'application de cette Mais loi. l'on pense que cette loi venait juste chercher à trouver solution aux conséquences, aux causes. Euh, Pourquoi ne pas justement chercher les causes profondes de la guerre, soigner ces causes-là, par exemple, arrêter les guerres par une résolution définitive du conflit, que de résoudre les conséquences, n'est-ce pas, de ce conflit qui sont entre autres les viols et les guerres elles-mêmes. Pour parler du cas du Congo, je crois que la première responsabilité de la sécurité, de la survie, de la défense des intérêts du Congo revient au gouvernement congolais. Tout à fait. C'est le gouvernement congolais, d'ailleurs, qui devait même avoir pris cette loi, pour dire tous ceux qui achètent chez nous doivent absolument se faire identifier
et encadrer l'exploitation de ressources naturelles. On me dit même que les grandes entreprises qui ont pris des concessions au Congo souvent font sortir de matières premières sans, sans les contrôles adéquats de qualité, de quantité et même de la nature même de la matière qui est sortie. Donc, à l'étranger, je ne pense pas que c'est leur première responsabilité de venir éteindre les guerres. D'ailleurs, les guerres, malheureusement, malgré toutes les résolutions, on a créé l'ONU en disant plus jamais une guerre, mais il y a toujours des guerres. L'humanité, après je ne sais combien de siècles d'existence, l'humanité n'est pas encore mûre. L'humanité n'est pas encore arrivée à comprendre que la guerre est une autodestruction de la race humaine. Et il y a toujours des fous ou des envieux ou des gens qui se sentent forts et qui utiliseront toujours la violence. Le problème, ce n'est pas qu'on nous fasse la guerre, le problème, c'est la capacité que nous devons développer chez nous de dissuader l'ennemi, que l'ennemi hésite de venir faire la guerre, de traverser la frontière. C'est ça le défi que le Congo doit relever. Et ce défi-là, on ne peut pas demander à Obama ou à Hollande de venir le relever. C'est nous. Et moi, je suis personnellement fort gêné lorsque je vois avec quelle lenteur les Africains se mobilisent eux-mêmes pour intervenir dans des situations qui concernent des Africains, que ce soit au Congo, que ce soit en Centrafrique ou au sud du Soudan, c'est toujours les puissances étrangères. Je veux bien, ils ont les moyens, mais les Africains ne sont pas toujours en première ligne. C'est c'est ça. Alors, est-ce que ça soigne seulement les conséquences? En quelque sorte, oui, mais je pense que les causes, comme je l'ai dit, doivent être la première préoccupation des gouvernants africains. Et c'est là mon point de vue, qu'il y a un déficit de leadership et il faut que les Africains en prennent conscience et tentent d'y remédier. Mais la société civile du Kivu, dans certains rapports, pense que cette loi a des effets négatifs dans la mesure où beaucoup de comptoirs ont fermé au Kivu et que par conséquent, les gens les creuseurs, n'est-ce pas, qui pouvaient chercher à survivre avec ce qu'ils pouvaient vendre comme or ou diamant ou autres minéraux, justement ces creuseurs n'ont pas de solution et les rejoignent les milices. Est-ce que vous pensez qu'il faut peut-être adoucir ou assouplir la loi tout en mettant en place une autre loi nationale qui pourrait aider dans ce sens pour permettre à ce que ces gens puissent survivre? D'abord, je crois que les Congolais doivent bien se rendre compte que les ressources naturelles n'appartiennent pas qu'à la génération présente. Les ressources naturelles appartiennent à toutes les générations présentes et à venir. Tout à fait. Donc nous ne pouvons pas nous arroger, nous qui vivons aujourd'hui, 20e, début 21e siècle, dire les ressources naturelles du Congo, c'est pour nous, on les épuise. Et surtout qu'on les épuise sans une politique rationnelle de reconversion. Et moi, je suis vraiment peiné de voir qu'une région aussi fertile en agriculture que le Kivu trouve qu'il faut se tourner vers les minerais. Ils vont creuser dans des conditions très difficiles, ils prennent beaucoup de risques, il y a beaucoup de cas de mort, de noyades dans ces minerais-là non protégés, et nous ne savons même pas le jour où il y aura des effondrements de ces minerais que l'on ne contrôle pas techniquement, nous ne savons pas encore quelles seront les conséquences. Donc, le Kivu, les creuseurs vont chercher des minerais pour aller acheter la nourriture, alors qu'ils peuvent planter. Ils peuvent planter et vendre. Oui. Dans le temps, le Kivu était considéré comme le grenier du Congo. Je me souviens encore du moment où, quand l'avion Qatar venait de Bukavu, les mamans couraient au marché là de Simba Zigida pour se précipiter sur les sacs d'oignons, les sacs de pommes de terre, les sacs d'haricots. Et maintenant que on ne soit plus en train de faire ça, et la solution, ce n'est pas les milices, la solution, c'est le gouvernement qui doit encadrer, mettre une législation pour les
petits creuseurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire? On doit les identifier, on doit leur montrer, leur donner une possibilité de vendre Mais localement. quelle serait votre proposition? Parce qu'aujourd'hui déjà à Goma, c'est depuis hier d'ailleurs, que différents gouverneurs venant de plusieurs régions du pays se rencontrent à Goma justement pour voir dans quelle mesure ils peuvent organiser la transparence dans l'exploitation et la vente des minerais et justement aussi la traçabilité des minerais. Quelle serait votre proposition pour que justement cela puisse aider et les locaux, mais aussi la caisse nationale? Oui, mais je crois que le dispositif est déjà là, puisque aujourd'hui, en principe, aucun Congolais ne peut exporter des matières précieuses sans passer par le Centre national d'expertise. Maintenant, Ce qui n'est pas le cas. oui, pour un petit creuseur, et que comme le centre se trouve à Kinshasa, je ne sais pas si ça s'est déployé à d'autres régions, si ce n'est pas fait, il faut déployer ça. Il faut déployer les services du Centre national d'expertise et aller vers des endroits accessibles pour les petits creuseurs. Et l'État peut mettre en place une structure ou une sorte de coopérative où les petits creuseurs vont confier leur matière à une coopérative que l'État reconnaît et que l'État légifère et que sur laquelle pardon, l'État légifère. Et cette coopérative-là serait alors identifiée comme étant l'origine de matières que ces petits creuseurs peuvent exporter via le Centre national Mais quelle serait d'expertise. d'abord la raison de... Quelle est la raison d'avoir les centres d'expertise à Kinshasa, là où on ne produit aucun minerai, au lieu de l'avoir dans les régions où on a des minéraux, justement, ça peut localement produire, pas seulement créer l'emploi, mais aussi c'est beaucoup plus rapproché au lieu même où il y a la production des minéraux. Quelle est la raison qui justifierait la présence de ces centres à Kinshasa? Une des infirmités un des dysfonctionnements de services de l'État au Congo. C'est que tout est concentré à Kinshasa, alors que certains services, ici nous avons en Grande-Bretagne par exemple, Le Divenet, oui, c'est tout à Swansea. ça se trouve, il y a des services nationaux qui se trouvent éparpillés à travers tout le royaume. Donc on peut le faire. Moi, je ne vois vraiment aucun problème que l'on amène même la direction générale du Centre national d'expertise vers une région prépondérante en ressources nationales qui doivent passer par l'expertise, le Centre national d'expertise. Donc, c'est un dysfonctionnement qu'il faut corriger. Et si je vous comprends bien, vous n'êtes pas de ceux qui pensent que l'excès de minerais chez nous, c'est une malédiction pour le pays. Non, les minéraux en eux-mêmes, c'est une bénédiction. Je ne vois pas pourquoi ça serait une malédiction. C'est que ce qui fait que les minéraux sont devenus un problème chez nous, c'est la gestion de ces minéraux par le pouvoir qui ne comprend pas, primo, que ces minéraux ne sont pas la seule ressource du pays. Il y a des ressources qui sont renouvelables. Il y a le tourisme, il y a l'agriculture, il y a la pêche, il y a l'élevage, il y a énormément de potentialités dans d'autres domaines. Mais tout le monde se focalise sur les minéraux pour lesquels nous n'avons ni expertise pour l'exploration déjà. Nous ne savons même pas où se trouvent ces minéraux. Ce sont d'autres qui viennent nous dire, voilà, à tel endroit, vous avez des minéraux. Donc, nous devons commencer par former les gens, des experts, pour savoir d'abord explorer, ne fût-ce que ça, savoir dire, localiser les minéraux, en estimer les quantités. Nous ne savons pas. Quand on donne des concessions, c'est celui-là qui vient, à qui nous donnons la concession, qui vient nous dire, bon, les minéraux se trouvent à tel endroit, c'est telle quantité. Donc, s'il divise ça par 10, nous ne pouvons même pas lui prouver le contraire. Et vous pensez que, parce que on a des minéraux presque dans toutes les régions, pensez-vous qu'il serait prudent pour le moment
de freiner l'allure ou les allures d'exploration par les autres sociétés dans d'autres régions, de peur que tout le pays ne soit envahi ou ne connaisse des guerres ou des conflits inutiles, et nous concentrer à ce qu'on a au moins découvert jusque-là, en attendant que nous puissions avoir peut-être l'expertise pour l'exploitation et l'exploration dans le futur. Je n'ai pas de formule magique. Je suis de ceux qui pensent que la science doit être utilisée à bon escient dans notre pays. Jusque-là, je pense que nous n'avons pas fait suffisamment, suffisamment fait appel à l'intelligence. Nous devons procéder de façon méthodique. Nous devons avoir des études sérieuses pour savoir exactement qu'est-ce que nous avons et planifier l'exploitation. Aujourd'hui, il n'y a pas de planification. On a morcelé ce pays en carré minier et si vous posez la question à ceux qui ont pris cette décision, quelle était la vision, quelles sont les stratégies, quel est le résultat qu'ils voulaient atteindre, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, ils vont avoir du mal à répondre. Donc, le problème pour nous, c'est l'improvisation en beaucoup de choses. Donc, je suis pour une gestion méthodique. Je voudrais que quelques ingénieurs en géologie, en géologie, oui, 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 congolais que nous avons, eh bien qu'ils nous aident. On doit les utiliser pour qu'ils nous aident à comprendre la situation euh, de nos minerais. Mais pour moi, l'exploitation doit être planifiée, l'exploitation doit répondre à une politique qui tienne compte du fait que les minerais ne sont pas renouvelables. Parce que nous connaissons, même ici en Europe, nous connaissons euh, le sort de la Wallonie, par exemple en Belgique. La Wallonie était riche en minerais, en charbon, mais dès que le charbon s'est épuisé, aujourd'hui la Wallonie peine à remonter. Donc nous devons, et les raisons où il y a le cuivre, et ce que nos frères du Katanga souvent disent, Katanga et tout, nous avons tout, mais tant que le cuivre qui sort n'est pas converti à des investissements euh, de reconversion en autre chose. Regardez Dubaï. Dubaï, maintenant, euh, enfin, c'est devenu un site touristique, une destination touristique. Pourtant, c'est un désert. Oui, pas C'est un seulement désert. ça, pas seulement ça. Et pourtant, d'autres pays en Afrique qui, qui n'ont peut-être pas plus de minerais que nous, euh, ont ce qu'ils ont comme bénédiction. Nous allons citer l'exemple du Botswana. Quand vous tapez sur la ville Jwaneng, vous allez voir que c'est une ville avec des volcans, mais qui pratiquement vomissent des diamants. Et un pays, et pourtant, qui a connu successivement une croissance économique euh, qu'on a appelée dans les 30 glorieuses, 30 ans successifs de bonne gouvernance. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça pour un pays africain qui, à moitié presque ou à deux tiers désertique, mais qui, seulement avec les diamants qu'ils ont, est payé parmi les pays les mieux cotés sur le plan économique sur le continent africain? Le problème que le commentaire que je peux faire, c'est que ceux qui conduisent le pays ou ceux qui aspirent à conduire le pays doivent avoir une vision pour l'avenir du Congo. Et c'est ça qui a fait la différence avec le Botswana. Parce que le Botswana, l'indépendance, En 66, avec le en président Kama. 60, oui, eh bien, les leaders, leur premier président, il a convoqué un groupe d'experts à qui il a dit, je voudrais que vous me traciez une route que tous nous allons convenir de suivre pour les 25 années qui viennent. Et ils ont fait ce plan-là. Et il a amené ce plan au Parlement, et le Parlement a adopté ce plan-là. Et aujourd'hui, ou du moins à partir de ce moment-là, tous ceux qui gouvernaient devaient suivre ça. C'était comme une loi qu'ils se sont donnée. C'est ça qui manque terriblement au Congo. Quand vous avez une richesse que vous n'avez pas la vision, vous allez la gaspiller. Parce que au Congo, on fait des fêtes de 50 ans, on dépense des millions, pendant que Massina n'est pas construit, le camp Luka n'est pas construit. Déjà, dans la ville de Kinshasa, vous avez des taudis.
et vous rafistolez quelques routes de Kinshasa. Et bon, les Congolais, comme ils ne sont pas difficiles, ils sont contents de voir que Kinshasa est commis poteau, mais les priorités ne sont pas claires. La vision n'est pas claire. Nous devons copier, nous inspirer des exemples comme le Botswana, qui s'est donné une ligne, qui s'est dit les minerais doivent nous aider à atteindre tel et tel et tel objectif, et tous ceux qui sont au pouvoir s'astreignent, s'imposent la discipline de suivre ces objectifs. Ils peuvent modifier, mais c'est pour l'améliorer, jamais pour reculer. Et pourtant, la plupart des médecins, des Congolais, aujourd'hui se retrouvent au Botswana, parce que c'est au moins là où ils peuvent avoir un salaire décent pour survivre et nouer les deux bouts du mois. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça, avec tous nos médecins qui fuient et qui se retrouvent en Afrique du Sud et au Botswana aujourd'hui? Pas seulement les médecins, mais tous les ingénieurs qui ont quitté la Gécamine vers les années 90, tous ont été accueillis à bras ouverts. Ils font tourner aujourd'hui l'industrie minière de Sud-Afrique, tout comme plein de médecins. Ça, c'est un drame. C'est un drame pour le Congo parce qu'au Congo, la santé, c'est un problème. Au Congo, aujourd'hui, l'espérance de vie, c'est 56 ans. Donc, je suis supposé être déjà mort, normalement. Donc, l'espérance de vie a reculé, ça recule. Et lorsque vous regardez l'indice de développement humain, nous venons en dernier. Donc, le Congo a. C'est un cas pathologique, comme on le dit. Le Congo. Non, le Congo n'est pas un problème. Parce qu'en 1960, quand les Belges sont partis, ils n'ont pas amené le pays, ils ont laissé le sol. Ils n'ont pas amené le peuple, ils ont laissé le peuple. Ce qui a changé au Congo, c'est le leadership. Et on ne connaît pas un seul peuple dans l'histoire qui a fait du progrès avec un mauvais leadership politique. La direction politique du Congo, c'est ça le problème que les Congolais n'arrivent pas à résoudre. Et quand il approche avec beaucoup de passion, beaucoup de complaisance. C'est ça que nous devons résoudre. Nous devons nous dire qu'est-ce que nous voulons que le Congo devienne et quel est le type de leader qu'il faut pour conduire un tel projet. Jusqu'à présent, ce genre de questions ne se les pose pas. Il y a des gens, que ce soit dans l'opposition, que ce soit au pouvoir, qui se sont installés dans des positions de leadership sans réellement que l'on sache où ils veulent conduire le Congo si jamais ils accédaient au Mais pouvoir. comment on va y arriver quand nous savons que la jeunesse aujourd'hui est presque corrompue, la jeunesse d'aujourd'hui est corrompue, et qu'il y a risque que rien n'en sort pour avoir demain un leader qui prendrait en compte euh, ou qui prendrait en compte les véritables valeurs et vertus du travail pour remettre le pays sur les rails. Je ne pense pas que ce soit vraiment de façon intrinsèque que le Congolais est devenu corrompu et que donc c'est irrémédiable, ça fait partie de son être. C'est pas ça. Je suis d'avis que pour qu'un être humain accède à une certaine élévation spirituelle et morale, il faut un minimum de conditions matérielles aussi. Et je crois que le jour où on va créer ce minimum de conditions matérielles, les gens, petit à petit, vont revenir à des, à une conduite, à un maintien correct. Je ne désespère pas du Congo. Moi, je désespère lorsque les Congolais ne, ne savent même pas que depuis 1960, nous sommes indépendants. Ça signifie que ceux qui nous gouvernent doivent nous gouverner avec notre consentement et doivent nous gouverner selon nos intérêts. Ils ne peuvent pas nous gouverner comme ils veulent. Même si vous gagnez l'élection, vous devez nous gouverner en tant que citoyens, des personnes dignes et qui ont des aspirations que vous devez rencontrer. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les ministres, tout le monde aujourd'hui qui a les fils qui une parcelle de pouvoir est extravagant? Vous avez été homme d'État, ministre par surcroît. Qu'est-ce qui fait que les hommes d'État par moment sont trop extravagants? Je crois que le comportement d'un homme d'État dépend beaucoup de la manière selon laquelle il a accédé au pouvoir. Si vous accédez au pouvoir
en, en- en luttant au niveau de la base d'abord, et puis graduellement vous vous affirmez, la base vous reconnaît, on connaît vos qualités, on sait quelles sont vos valeurs, votre caractère, et que vous arrivez au pouvoir avec un programme connu de la base, et avec la capacité pour la base de vous juger, c'est-à-dire euh, pour vous l'obligation de rendre compte. C'est ça qui manque. Les gens accèdent au pouvoir venant pratiquement, enfin par miracle. Donc vous le trouvez, il est ministre, vous ne savez pas d'où il vient, ou si vous savez en tout cas, vous ne savez pas où il veut conduire son ministère. Et puis il n'y a pas de ce qu'on appelle accountability. Il n'y a pas de reddition de compte. À partir du moment où quelqu'un peut faire n'importe quoi dans son poste et que aucune question ne lui est posée. Il peut raconter n'importe quoi à la télévision, aucune question ne lui est posée. Ou si on lui pose la question, on a des ennuis, on reçoit des visiteurs indésirés. Eh bien, tout ça, ça fait que au Congo, les gens, c'est vraiment des véritables délinquants. Et nous oublions, nous apprenons aujourd'hui qu'au pays, il y a des ministres même qui oublient les nombres de femmes qu'ils ont. Euh, il y Ça, a un commentaire sur ça? non, ça c'est fort dommage parce que je, 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 je pense que les valeurs morales sont capitales lorsqu'on veut conduire une grande cause. Que ce soit dans la vie spirituelle, ceux qui sont devenus des saints, c'est des gens qui se sont imposés une grande discipline et qui suivaient un grand idéal. Que ce soit en politique, prenons l'exemple d'un homme comme le général de Gaulle, c'était un ascète en politique. Il voyait la grandeur de la France et il voulait que la France soit un pays dans le peloton de tête, et il y est arrivé en s'imposant une discipline de fer. Et même les gens comme les Lénine, c'est des gens qui ont vécu de façon très disciplinée. Poutine aussi? Ah, je pense. Poutine, d'abord, c'est quelqu'un qui fait les arts martiaux. Vous savez, ça demande beaucoup de discipline. Euh, je dois dire que je ne le connais pas beaucoup, Ouais. M. Poutine, sauf qu'on parle beaucoup de Vous lui l'admirez quand même? ces derniers temps. Oui. Il y a des Donc vous choses, l'admirez ou pas? il y a, il y a des qualités que l'on peut retenir chez lui. Comme Il sait ce qu'il veut et il, vous il voulez va, dire que il y va. c'est lui qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui sait qu'il veut tuer, mais parce qu'il le sait, ça va? C'est une qualité? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. D'abord, c'est pas la même chose. Et je vous embarrasse? Non, je ne suis pas du tout embarrassé, Allez-y. mais euh, je pense que quand on est à la tête d'un pays, euh, Comme la Russie? comme la Russie, comme le Congo, comme les, les, les États-Unis, on doit avoir une ambition pour le pays. On doit avoir une ambition pour le pays. Je ne veux pas plaider le cas de M. Poutine. Je crois qu'il le fait très bien, tout comme son ministre des Affaires étrangères. Ils le font très bien eux-mêmes. Mais je crois que Poutine sentait que si l'Ukraine partait tout entière dans l'Union européenne avec risque que l'OTAN vienne s'installer juste à la frontière, que pour lui, il considérait que ce n'était pas bien. Il faut se rappeler aussi que toutes ces zones étaient dans l'ancienne Union soviétique. On va y arriver encore Oui. peut-être à la fin. Mais revenons un peu sur l'homme robot, l'homme d'État robot pour notre pays, euh, les prototypes de ce que nous devons avoir comme homme politique, homme d'État. Euh, il y a un phénomène aujourd'hui dans la politique congolaise où presque tous les hommes politiques sont chantés par les musiciens. Vous pensez que on peut admettre ça dans une société, dans une société de tolérance, ou vous pensez que ça pousse à un certain comportement par rapport au fait qu'ils sont chantés chaque fois? L'homme d'État doit conduire. L'homme d'État doit conduire. L'homme d'État doit être un leader, quelqu'un qui a vu
qui a une vision, c'est-à-dire de ce que le Congo, quand il rêve du Congo, qu'est-ce que le Congo pourra être à la fin de ce siècle. Il a une vision claire et il vient convaincre le peuple pour lui dire voilà la vision, voilà la direction. Suivez-moi, soutenez-moi, si nous allons dans cette direction, nous allons y arriver. Mais comme ancien ministre, vous pensez qu'il y avait certaines difficultés quand vous étiez au gouvernement qui feraient qu'aujourd'hui, les ministres qui sont sur le pouvoir puissent avoir les mêmes difficultés de s'exprimer ou d'avoir une sorte d'autonomie par rapport à comment ils veulent mener leur ministère? Euh, bon, d'abord, il y a l'obligation de solidarité gouvernementale. Donc, quand vous êtes au gouvernement, si vous avez un point de vue contraire à celui de votre chef, le Premier ministre, ou le chef de l'État, qui est le numéro un de l'exécutif, ou d'un collègue ministre, il y a des canaux par lesquels il faut passer. Vous ne pouvez pas aller à la télévision et commencer à critiquer le gouvernement auquel vous appartenez. Quand vous faites ça, on vous demande de démissionner. Mais nous avons eu la chance, même Mobutu, que l'on critique beaucoup. Moi, le temps que j'étais ministre, j'ai vu Mobutu seulement à des séances de prestation de serment. Il n'est jamais venu au gouvernement nous dire vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Mais il peut téléphoner. Oui, il pouvait téléphoner. Il nous a clairement dit vous êtes un gouvernement responsable, si j'ai quelque chose à dire, je le dirai au Premier ministre. Et notre Premier ministre, il y a M. Mousse Carlebonde. Il y a des gens qui ne l'aiment pas, mais je dois être juste avec lui. Mousse Carlebonde, il y a des collègues qui se plaignaient, qui demandaient des audiences et que le Premier ministre n'accordait pas aussi vite qu'il souhaitait. Un jour, en plein conseil, le Premier ministre nous a dit moi, je ne suis pas ministre. C'est vous qui êtes le ministre. Moi, je suis coordinateur de l'action du gouvernement. Je ne suis pas ministre. Prenez vos responsabilités dans vos ministères. Et moi, je prenais mes responsabilités. J'ai décidé de faire une route au camp Lucas. Je l'ai faite. J'ai décidé d'agrandir les huileries et même d'asphalter double voie au niveau de camp de Fongula. Je l'ai fait. J'ai terminé presque le stade Camagnola. C'est pas que je téléphonais tout le temps au Premier ministre, en tout cas le chef de l'État n'est jamais venu me demander pourquoi tu as fait cette route-là. J'ai même commencé les travaux d'asphaltage à Ikissi. J'avais un plan d'asphalter à Ikissi, puisque, bon, jamais on m'a posé la question pourquoi vous avez fait ça. Si les travaux que vous faites sont prévus au budget, vous négociez avec votre collègue des finances pour qu'il débloque les fonds et vous faites ce que vous Mais devez par faire. moment, ça pose problème entre les ministres des Finances qui souvent libèrent les fonds par rapport aux acquaintances, par rapport aux amitiés qu'ils ont. Ben, s'il n'est pas pour vous, il peut ne pas signer les chèques qui devraient vous permettre de réaliser votre plan. Pourquoi ne pas le faire comme ici, où les choses sont automatiques du moment où c'est déjà voté dans le budget, que ben, ça passe directement quand on doit passer à l'action. Bon, je n'ai pas d'expérience ministérielle ici, mais dans ce qui concerne notre pays, malheureusement pour le Congo, nous vivons toujours sous contrainte. Le Congo a pris des engagements internationaux qui ont permis aux institutions internationales d'intervenir jusque dans notre budget. Donc, quand vous allez chez votre collègue de finances et que celui-ci attend la visite du Fonds monétaire ou de la Banque mondiale, évidemment, il voudrait présenter une situation beaucoup plus confortable, il ne va pas débloquer les fonds, ça c'est vrai. Mais quand les fonds sont là, moi franchement, j'ai réussi à obtenir les financements que je souhaitais et j'ai fait des travaux que je devais faire avec ce financement. Donc, ça dépend de la... Maintenant, j'apprends même qu'il y a des entreprises d'État qui font des recettes publiques, mais que ces recettes ne vont jamais au compte du Trésor et qui cheminent vers d'autres portes. Si telle est la situation, évidemment, le meilleur ministre des Finances ne pourra pas gérer. Comme je vous l'ai dit au début, nous sommes sur Didier Iboula Show, questions sensibles. C'est l'émission de la différence. Nous voulons faire la même chose comme les autres, donner l'information, discuter sur les questions sensibles comme les autres, mais nous voulons la faire différemment parce que nous sommes la différence.
Pour ceux qui viennent à peine d'arriver à la maison et qui veulent encore nous suivre pour la deuxième partie de cette émission, je vous demande d'aller sur www.congoimpact.com ou sur Cepeda TV chaîne 104. Maintenant, nous allons prendre une pause et avant que nous puissions rentrer sur ces plateaux encore, nous allons vous demander, n'est-ce pas, d'ouvrir déjà votre télévision ou d'ouvrir votre qui venait à peine d'arriver à la maison, comme je le disais. Je vous demande d'aller sur votre petit écran pendant que vous vous reposez. Ou pour ceux qui n'ont pas la chaîne sur la télévision, ils peuvent aller sur www.congoimpact.com pour nous suivre sur Didier Show Questions Sensibles. Questions Sensibles, une émission de la différence, parce que nous voulons être différents et parce que nous voulons faire la différence. Nous recevons encore aujourd'hui, je vous rappelle, Monsieur Noël Mbala, ancien ministre, enseignant et même gestionnaire au pays. Nous le recevons pour discuter de certaines questions sensibles. Nous avions parlé au début sur des questions liées à la gestion des minéraux chez nous, comment ça nous pose des problèmes. Nous sommes partis sur l'exemple du Botswana qui, à cause de ce qu'ils ont comme minéraux, spécialement ou les diamants, ils font la gloire de leur pays par rapport à ce qu'ils font comme recette et à la bonne gestion qu'ils ont dans leur pays. Mais je voudrais revenir à une question qui fait ombre aujourd'hui en Afrique. C'est la loi qui a été votée dans le Parlement ougandais, sur la loi sur l'homosexualité, professeur. Une loi qui a été votée au mois de février, qui interdit l'homosexualité et qui la rend comme crime. Et si on vous attrape comme homosexuel, vous pouvez être emprisonné à vie. Et si vous avez un commentaire par rapport à ce monde démocratique et ouvert aujourd'hui? Oui, Cette question sensible, c'est une je soulève que les question, questions sensibles. c'est une Donnez question, votre avis et soyez libre. c'est une question très très délicate. Et la réponse n'est pas aussi simple qu'elle peut paraître, que ce soit pour ceux qui sont pour, que ce soit pour ceux qui sont contre. Euh, il y a d'abord, pour y répondre, regardons notre propre culture. Je n'ai pas souvenance que dans nos cultures à nous, il y a des sociétés qui ont pratiqué ou qui pratiquent l'homosexualité comme un mode de vie reconnu par la société. Je ne connais pas. Je n'ai pas souvenance. Autant que je me réfère à notre culture, à nos cultures, je n'ai pas souvenance de ça. Et lorsque je me réfère à l'enseignement, je suis de foi catholique, l'enseignement de l'Église catholique, la position de l'Église catholique est que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Mais là, c'est un État laïque, le Ouganda comme le Congo. Tout à fait, je vais venir à cet aspect-là. Allez-y. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. Parce que Dieu, en créant, l'humanité a voulu bien créer un homme et une femme. Sinon, il aurait pu créer deux hommes et puis leur dire débrouillez-vous pour continuer à vous procréer. Alors, personnellement, lorsque il faut pousser la logique jusqu'au bout. C'est-à-dire, si l'homosexualité est une bonne chose, ça signifie que si tout le monde devenait homosexuel, c'est-à-dire les femmes ne se marient qu'entre elles, les hommes ne se marient qu'entre elles. Donc, on va jusqu'au bout. Donc, nous arrivons dans une société où on ne se marie qu'avec la personne de son sexe. On va se tromper dans la procréation. Que deviendrait l'humanité? Alors, c'est là que je voudrais appeler les amis, les frères, qui sont dans ce mode de vie, de répondre aux préoccupations des gens qui se disent, écoutez, si tout le monde fait comme ça, apparemment l'humanité ne va pas continuer à survivre. Mais ils ne demandent pas à tout le monde de faire ça. Ils vous laissent tout simplement dire que c'est un choix de laisser les libres. Oui, c'est quelque chose que je peux comprendre, mais maintenant, si ce choix, parce que tout le monde peut aussi adopter ce mode de vie, si la loi est celle-là,
tout le monde peut adopter ce mode de vie. On ne peut pas dire non, c'est seulement pour quelques-uns. La loi doit être valable pour tout le monde. Donc, c'est là que j'ai un problème personnel, que ce soit du point de vue de ma foi, que ce soit du point de vue de ma culture. Tout m'indique que le mariage, ça devrait être entre un homme et une femme. Mais par contre, je ne suis pas disposé à comprendre que puisque un homme vit ou veut vivre avec un autre homme, et qu'il faut l'emprisonner à vie. Là, Parce qu'il faut prêcher la tolérance. c'est pas que je prêche la tolérance, mais je me dis c'est un problème que nous avons dans la société. Et ce problème, souvent, on l'abandonne aux intéressés eux-mêmes et qu'ils trouvent des formules. Et parfois, ils trouvent des formules qui heurtent les consciences des autres parce que personne ne les aide à résoudre le problème qu'ils ont. Est-ce que c'est vrai? Et vous pensez que c'est la loi qui peut résoudre le problème? Je ne pense pas que c'est la loi. Je ne pense pas que c'est la loi, mais à un moment donné, puisque le problème se pose dans la société et que, Allez-y. euh, ce sont des membres de la société qui ont des droits qu'ils veulent exprimer, qu'ils revendiquent. Ils veulent non seulement que leur mariage soit reconnu, mais ils veulent aussi avoir le droit d'adopter des enfants. Oui. Ce que je considère un peu comme pas tout à fait cohérent avec leur démarche, puisque leur démarche, telle qu'elle doit évoluer, elle ne doit pas amener à la procréation. C'est une question sensible, plus sensible d'ailleurs, et qu'il faut qu'on y revienne un jour, peut-être avec vous ou avec un autre invité, mais un invité qui viendra une fois de plus faire la différence que vous l'avez fait aujourd'hui. Nous allons réserver cette question pour la fois prochaine. Mais maintenant, nous allons revenir un peu sur euh, les types d'hommes que nous devons avoir pour notre société, spécialement pour les Congolais. Mais parce que nous sommes à l'étranger ici et que nous voulons un jour rentrer au pays, participer au développement du pays, quel type d'homme nous devons ramener après avoir acquis l'expérience en Europe et quel genre de diaspora nous devons être, à travers quel projet par exemple, pour que nous puissions justement participer au développement du pays. Oui, c'est une très très bonne question. La diaspora aujourd'hui constitue un potentiel ou détient un potentiel pour apporter une contribution positive au développement du pays. Mais on a déjà eu une première vague de retour de membres diaspora qui sont allés. Qu'on appelle les Diassa. Voilà, ils n'ont pas fait la différence. Pourquoi ils n'ont pas fait la différence? Parce qu'ils n'avaient que leur costume et les longues années en Europe sans avoir acquis ce qui est disponible dans ce pays, une très bonne éducation, une bonne expérience. Si donc la diaspora veut faire la différence au pays, d'abord, elle doit se former. Ça, c'est un impératif. On ne peut pas être à Londres, on a fait 20 ans, et puis on prend l'excuse de Lingala pour dire mon Konabiso, pour ne pas parler anglais. Je trouve que c'est une faiblesse. D'abord, ça nous bloque. Il y a un savoir qui n'est qu'en anglais, on n'y accède pas si on ne connaît pas l'anglais. Et si on est à Londres, on n'a aucune excuse de ne pas connaître l'anglais. Ne fût-ce que savoir lire, s'exprimer plus ou moins bien et savoir écrire correctement. Il y a des gens qui vont dans les charités pour faire traduire une petite lettre. C'est une perte de temps, c'est pas avec ça qu'on va développer le pays. Et les gens de la diaspora doivent savoir qu'au Congo, malgré les conditions difficiles, les gens continuent à étudier. Au Congo, les études, c'est quelque chose que chaque enfant veut faire, si les parents ont les moyens. Donc là, dans les conditions difficiles, ils se forment. Ils ne sont pas bêtes. Alors si on veut rentrer là-bas, il faut amener un plus. Donc d'abord se former et ensuite être organisé. Comment? On doit s'organiser. Il y a des organisations, soit de la société civile. Mais parce qu'il y a une sorte de, il y a ici une sorte de, qu'on appelle en anglais les divides. C'est comme s'il y a une sorte de division totale entre ceux qui pensent qu'ils sont intellectuels et les autres qui se considèrent comme n'ayant pas beaucoup étudié et qui se jettent des pierres mutuellement pour dire, ben, vous, les intellectuels, et puis bon, vous, les intellectuels, vous dites,
vous, ceux qui n'avaient pas étudié, vous ne pensez pas que c'est un Non, blocage pour que les gens se réunissent, non, non, se non, mettent ensemble pour faire quelque non, chose? non, je ne pense pas. Et je pense pas que la division se fait sur cette base-là. Je sais qu'on ne tolère pas beaucoup les gens qui parlent français ou qui veulent montrer qu'ils connaissent. On les Comme vous. non, non, je ne pense pas que je fais un problème à la communauté. Non, 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 ça signifie Euh, que, juste pour dire que vous avez étudié, vous avez un niveau élevé, tout simplement. Non, je pense que c'est surtout face à ce qu'on appelle la lutte dans la communauté. Facilement, on qualifie les gens de combattants et de non-combattants, de traîtres, Corrompu. de corrompus, facilement. Hein. Ça, c'est quelque chose à quoi il faut remédier. Mais tout cela, c'est simplement parce que aussi, les gens n'ont pas appris comment aborder un problème, qu'il y a une méthode. Lorsque vous apprenez une information, la moindre chose, c'est de chercher une deuxième source pour voir si l'information est fondée. Non, ici, si vous envoyez même un petit SMS, ça peut devenir la dernière en date. C'est quelqu'un a annoncé que Gam était mort. Il y a des gens qui ont dansé, qui ont jubilé et tout ça, sans vérifier. Et moi, j'ai appelé tout de suite quelqu'un à Goma. Ah, ici aussi, les gens dansent, mais il n'y a pas de confirmation du côté du Rwanda. Je me suis dit, ça doit être un bobard. Donc, la diaspora doit se former, pas nécessairement aller à l'université. Je souhaiterais que ceux qui peuvent fassent l'université, mais prendre des séminaires, aller apprendre un métier et le maîtriser vraiment. Mais quel genre de projet nous pouvons ramener au pays qui puisse faire la différence en termes de participation au développement du pays? La première chose, comme je dis, d'abord, nous devons avoir une vision. Il faut que les Congolais se mettent au moins d'accord sur une chose. Nous sommes en train d'admirer le Botswana. Mais le Botswana se sont donné une vision comme nation. Donc, un jour, la discussion entre Congolais doit se tourner autour de qu'est-ce que nous voulons que le Congo soit dans 50 ans. Qu'on se mette d'accord là-dessus. Et dans 50 ans, quel type de Congolais nous voulons voir au Congo. Parce que tout ça, dans la vision de Botswana, c'était clarifié. Nous voulons avoir des enfants bien instruits, nous voulons avoir les enfants qui connaissent notre philosophie, le Bumuntu, nous voulons des enfants qui soient capables de gérer les entreprises qui sont dans le pays. C'est des ambitions qu'un État doit se donner, mais on doit se mettre d'accord là-dessus. Il ne faut pas que n'importe qui arrive, il prend le pouvoir et puis bon, parce qu'il est de mon village, parce que Azal vit à quartier, et puis on est d'accord avec lui. Non. Moi, j'ai vu des amis jubiler quand le vieux Gizenga, que je respecte beaucoup, est devenu Premier ministre. Les membres de notre parti, qui étaient du coin de, de M. Gizenga, sont partis. Hein, là, Mais il y a un projet Coffee Pro pourtant qui existe ici. Et quelle est votre commentaire sur ça? Comment on peut parce qu'il va être temps, dans 3 minutes oui, peut-être, qu'est-ce que vous pouvez dire sur Coffee Pro? Un projet pourtant Cofipro, louable. c'est un de. Quand je dis qu'il faut s'organiser, une des façons de s'organiser, c'est les finances. Il faut organiser les finances. Cofipro, c'est un projet pour que les Congolais se donnent d'abord un credit union qui nous permettra d'entrer déjà sur le marché des finances. Et lorsqu'on entre sur ce marché des finances, non seulement les banques nous ouvrons leurs portes, mais nous aurons la capacité nous-mêmes d'élargir notre propre superficie financière et d'intervenir, de soutenir nos businessmen ici, de donner de petits crédits à des personnes qui ne sont pas éligibles au crédit de la banque. Alors là, je lance une invitation à toute la communauté de s'inscrire, de s'inscrire, de souscrire à Cofipro, juste payer d'abord 10 pounds pour avoir le droit Ouais. et euh, commencer à épargner. C'est votre argent, il est mis dans un compte. Si vous en avez besoin à tout moment, vous pouvez le retirer. C'est votre argent. Mais lorsque nous sommes nombreux à mettre l'argent dans un compte, nous aurons la capacité à partir de ce compte d'accéder à des crédits. Merci, merci beaucoup pour avoir été notre invité. Nous vous rappelons que notre émission, c'est Didier Iboula Show, questions sensibles. Comme nous vous l'avions dit, c'est une émission où vous n'allez entendre personne insulter ici. Et si à la fin de l'émission,
vous vous êtes senti blessé par ce qui se serait dit ici sur ce plateau, nous nous excusons pour cela parce que nous ne venons pas ici pour blesser, mais pourtant, au contraire, allais-je dire, pour vous faire plaisir par ce que nous discutons, par les débats que nous soulevons ici. Et bien voilà, nous sommes contents d'avoir été avec le professeur Mbala. Mais ça, c'est notre système. Avant de finir votre émission, si vous avez une question à me poser. Euh, et vous-même, qu'est-ce que vous pensez de l'Ukraine? De l'Ukraine. Oh, mais c'est parce que peut-être vous avez été embêté par ma question. Non, je dois être clair là-dessus. Euh, les États, dans la vie des États, il y a ce qu'on appelle paix et guerre entre les nations. Ça sera toujours ça la réalité, tant que les États existeront comme des entités particulières. Et Poutine ne fait que ce qu'on appelle les power politics, où il voudrait sécuriser son pays par rapport à l'intérêt national parce qu'il se sent menacé, ou l'intérêt de la Russie est menacé, un comportement normal dans la politique, surtout pour une grande puissance. C'est ça ma réponse pour le moment. Donc, c'est des mesures de précaution et de sécurité que Poutine a su prendre comme homme d'État et sans pour autant soutenir comment il gère son pays, quel régime se trouve dans ce pays, mais il agit en homme d'État. Merci pour votre présence sur notre émission. On vous revoit la semaine prochaine et soyez nombreux pour nous suivre parce que nous vous aimons. Merci. Au revoir. Bye bye. C'est bon. Ça va.